bienvenue sur Go to the Moon. Alors, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va faire un Battle Royale. Un Battle Royale entre différentes valeurs. On va devoir trancher entre toutes ces valeurs. Oh, attention chérie, ça va couper. Pour trouver laquelle aura le droit de faire partie du portefeuille Interactive Broker que nous avons créé en ce début d'année. Alors, vous avez Evolution Gaming, HDFC Bank, Flatex de Giro, Visa, Samsung, Kone, Pernod Ricard et Piroc. Ce ne sont que des valeurs magnifiques. Vous en connaissez peut-être, j'espère que je vais vous en faire découvrir d'autres. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre premier protagoniste et je vais en profiter pour vous expliquer la méthodologie qui a été employée pour discriminer ces entreprises. Allez, c'est parti. Donc, Evolution AB, c'est une entreprise spécialisée dans le développement, l'édition et la commercialisation de jeux de casino en ligne. Alors, les jeux d'argent, opérant dans le domaine des jeux de la roulette, blackjack, baccarat, poker, le groupe propose notamment des solutions logicielles et des plateformes en ligne de casino en direct sur ordinateur, smartphone et tablette. Evolution AB dispose de 11 studios de production implantés aux États-Unis, en Belgique, au Canada, en Géorgie, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Roumanie et en Espagne. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante. Suède 0,1%, Malte 67,5%, Australie 3,3%, Curaçao 21,8%, Amérique du Nord 0,6% et autres 6,7%. Alors j'imagine que Malte et Curaçao ont des législations plutôt favorables à tout ce qui est jeu d'argent et notamment jeu d'argent en ligne parce que les clients de Evolution AB sont plutôt installés en majorité dans ces endroits. Donc c'est important de prendre en compte, je pense, le risque sur Malte et sur Curaçao, il faut s'y intéresser. Alors une note d'investissement de 4 étoiles et demie, c'est magnifique. Des fondamentaux qui sont au maximum et donc une entreprise plutôt bien armée pour survivre à ce Battle Royale. Je vais vous présenter les critères que j'ai utilisés pour discriminer les entreprises les unes des autres. Alors, il faut qu'il y ait un chiffre d'affaires en augmentation. Pour ça, on a une pondération. Si pendant 5 ans, le chiffre d'affaires est en augmentation, on a bien sûr 5. Dette sur EBITDA ou trésorerie, alors s'il y a de la trésorerie, on a 5. Et si on a 5 années de dette, on a moins 5. C'est tout simple. PER versus history. Donc on a une moyenne par exemple là de 35,7 et au final, on est plutôt à 25 ici. On a donc un delta de 10 que j'ai sous-pondéré en le divisant par 2. Ensuite, vous avez les marges. Plus haut, marge, plus haut! Je suis à fond! Bien sûr, très important. Marge brute, marge nette, pour bien pondérer la marge. Et donc, on a une marge d'exploitation sur Evolution Gaming de 67,53%. C'est énorme. Cette marge augmente d'ailleurs dans le temps. La marge nette aussi augmente dans le temps et elle s'élève à 59,54. J'ai moi-même une entreprise et je peux vous dire que si j'avais une marge d'exploitation de 67,53%, je serais vraiment comblé. ROE, ROA, ROIC, on fait un petit pack 29, 23, 29, c'est magnifique, c'est Splendide! Piotr Ski Score 7 sur 9. Le gross rank de Guru Focus est à 10 sur 10. C'est magnifique. Donc on a pondéré à 2. Alors, de mémoire, je crois que j'ai dû mettre 2,9, 2,3, 2,9 finalement. On va dire que ça, c'est la partie quality, pour schématiser, on grossit le trait, de l'évaluation. Et pour Evolution Gaming, c'est vraiment magnifique. 29 en ROE, c'est très très bon. Alors, bien sûr, vous pouvez monter à 40, 45, c'est beaucoup, mais 29 c'est déjà énormissime. On a un petit bonus avec la couronne suédoise, parce que la valeur est en couronne suédoise, donc on va avoir des frais de change. Alors effectivement, ça va faire des frais de change, mais on va avoir des gains d'opportunité sur le change. Donc ça peut être un accélérateur de plus-value. Admettons que la couronne suédoise se réapprécie finalement, et là on aurait double bénéfice sur la valeur. Alors, les écarts types, moins 1,64, donc la valeur est plutôt sous-évaluée selon Hibou. Et on a un historique de la droite de régression. Je l'invente pas, j'ai pas fait de montage. 66,6.
Ouais, casino, jeu d'argent, chiffre de la bête, ça fait un peu peur, hein, quand même. Alors, performance, dividende réinvesti de l'action à 5 ans si elle rejoint la droite de régression, 87,4%. Alors, ces chiffres-là, on les retrouve nulle part, hein, 87,4% par an, c'est impossible. Alors, si c'est possible, éventuellement, vous avez quand même une volatilité de 43%, c'est énorme. Le BNA est toujours en augmentation, mais là, vous avez des chiffres qui sont assez hallucinants. Alors, ça s'explique aussi parce que on a une pente de courbe qui est très très belle, mais aussi parce qu'on n'a pas beaucoup d'historique. C'est-à-dire que 2024-2015, ça fait seulement 9 ans. On n'a pas assez de recul pour avoir une vraie tendance sur une droite de régression avec 20-25 ans d'antériorité. Ceci explique cela. Il n'en demeure pas moins que c'est une entreprise vraiment magnifique et pour le coup, c'est vraiment pour l'instant notre championne. Et on va la comparer donc à ses concurrents. Et premier concurrent, j'appelle HDFC Bank. Alors HDFC Bank, c'est un groupe bancaire indien. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que on part du principe que l'Inde va boomer. On part du principe que va y avoir des investissements énormes. On part du principe que l'immobilier va se rénover, qu'il va y avoir des besoins effectivement d'investissement pour les particuliers, pour les entreprises, pour les administrations, des besoins aussi d'infrastructures, etc., etc. Et donc une banque, une grosse banque, hein, parce que HDFC c'est vraiment un acteur très important en Inde, qui de mieux placé que une banque pour surfer un boom économique. Alors, elle a une note zone bourse qui est pas tout à fait géniale, hein, 3 étoiles. Ça reste le milieu du peloton. On a des informations qui sont intéressantes. On a 750 millions de dollars qui sont levés en obligations. Et on a aussi la RBI approuve la proposition de HDFC Bank d'acquérir jusqu'à 9,5% de participation dans 6 banques. Il se passe quelque chose en Inde et que effectivement cette entreprise peut-être pourrait tirer son épingle du jeu. J'ai souhaité garder l'entreprise dans ma liste, même si je savais qu'elle ne rentrait pas en compétition avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est une bancaire, ça se compare pas avec les autres entreprises. On a une façon de les évaluer qui est différente, mais je me suis dit, bon, on va quand même se prêter au jeu. Ça reste un exercice intellectuel qu'on fait. C'est pas une loi ou quelque chose de scientifique, hein. C'est vraiment empirique. On met des pondérations et ensuite on fait un ranking, hein, tout bêtement. Donc on a une croissance du chiffre d'affaires, on est parti du principe qu'il n'y avait pas de dette, on a un PER versus historique qui est de 1 seulement, donc on a un petit point, et une marge de 59%, donc forcément c'est une bancaire, hein, et 37-36 de marge nette, donc c'est quand même vraiment pas mal, et on est sur du dollar américain parce que l'action est cotée aussi au NYSE. Un PER historique, on l'a vu. Donc ROE, ROA, c'est pas génial. ROIC, il y en a pas. C'est pas génial. Un 9, 1. Piotrowski score 5. C'est très très moyen. Ça commence à être mauvais. Un score de croissance de 10 sur 10. Donc la partie qualité, pas génial. Par contre, la partie valorisation, moins 2,65 par rapport à la droite de régression. Donc l'entreprise est fortement sous-évaluée. On a un historique de droite de régression de 18,9, donc on a quand même une pente qui est très très belle. On voit d'ailleurs que le BNA a une jolie pente aussi. Et donc, si on rejoint la droite de régression à 5 ans, on a 36,4%, avec un écart type, une volatilité qui est quand même un peu plus faible. Vous voyez la courbe, on a beaucoup d'antériorité, là on a une courbe de 20 ans, et effectivement si on voit qu'on est ici à 53, à plus de 2,5 écart type, on a quand même de la marge pour remonter mécaniquement. Et si on atteint les 104, hein, ça commence à être très très beau comme score. Ah, ça va couper, chérie. Alors, troisième concurrent, non des moindres, Samsung. Vraiment une méga cap, une méga entreprise avec une note d'investissement de 4 étoiles. Alors, pourquoi j'ai choisi cette entreprise? Parce que c'est une entreprise qui est sur les semi-conducteurs et sur la DRAM. Et c'est une entreprise qui a passé une très mauvaise année 2023. Ce qui fait que elle n'a pas bénéficié de la hype qu'ont eu les autres fondeurs, les autres entreprises qui font des semi-conducteurs notamment. Et on pourrait voir une sorte de rattrapage sur Samsung. Samsung, c'est d'abord des ordinateurs, des téléphones portables et des systèmes de réseau. Donc des appareils photo bien sûr numériques, hein. Il fournit aussi dans son segment Device Solutions des semi-conducteurs, des éléments d'affichage, à mémoire dynamique, des flashs, des écrans à un cristaux liquide à transistor en couche mince, LCD hein, bien sûr, et autres. Ce qui m'intéresse, c'est bien sûr les semi-conducteurs, c'est un fondeur.
et c'est le numéro 2 mondial après TSMC. Voilà, c'est important de le prendre en compte. On a une position sur les semi-conducteurs qui est vraiment une belle position, donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Et le secteur qui a plombé le groupe, c'est les téléviseurs, l'électronique grand public, les moniteurs, les imprimantes, les climatiseurs, les réfrigérateurs, etc., etc. Ce secteur-là a été très mauvais. Il fabrique aussi de l'infotainment, de la télématique, des haut-parleurs. Donc, si on suit nos points d'évaluation, on a un chiffre d'affaires qui progresse, mais seulement sur 4 ans. On n'a pas de dette sur EBITDA, on a plutôt de la trésorerie, ça c'est très bon, sur 5 ans, même 6 ans. PER versus History, alors on a un PER de 36,80. Donc le PER est énorme, pourquoi? Parce que les earnings se sont éclatés la gueule au sol en 2023. Donc forcément, ça joue énormément. Mais c'est un point à prendre en compte. La marge, alors c'est là que le bas blesse, hein. Vous voyez la marge habituellement osciller entre 15 et 18%. Et sur 2023, on a une marge de 2,53 et une marge nette de 5,59. Donc autant vous dire que c'est vraiment catastrophique sur 2023. Alors le segment électronique et télé, tout ça grand public a vraiment sous-performé mais a plombé les résultats. En revanche, toute la partie semi-conducteur a plutôt bien fonctionné. On a cette dichotomie parce que c'est un groupe énorme. Voilà, ils peuvent revenir en force et justement en sous-marin, on peut jouer la partie semi-conducteur de mon point de vue. Les devises, c'est en dollars américains parce qu'on s'y exposerait via le NIS, sachant que bien sûr j'ai essayé mais on ne peut pas acheter d'actions coréennes via Interactive Broker. J'en suis bien déçu. Alors, ROE, ROA, ROIC, vous voyez, c'est quand même beaucoup moins flamboyant. Un gros rank à 8, un Piotrowski Score qui est à 4. Alors là, c'est vraiment très très mauvais. Donc, grosso modo, un score de quality qui est faiblard. BNA et dividendes, ça augmente, mais vous voyez, vous avez l'année 2023 qui est une grosse catastrophe. Et les écarts types, seulement 0,29. Donc, finalement, on n'a pas tant de sous-évaluation que ça. En revanche, on a une droite de régression à 14, 15% par an si on rejoint la droite, avec des variations par contre qui peuvent être vraiment très très belles. Hein. Là, vous voyez, il y a eu des pointes très très hautes, des pointes très très basses aussi, donc il y a moyen d'aller chercher des performances. Alors Koné, je sais pas si tu connais, désolé, c'est une blague pourrie, je m'en excuse, je me flagellerai juste après cette vidéo pour faire pénitence. Donc, Koné, un des premiers fabricants mondiaux d'ascenseurs, élévateurs et portes automatiques. Ce qui m'intéresse dans ce groupe, qu'on connaît tous, désolé, comique de répétition, prestations d'installation, de modernisation et de maintenance. Vente d'équipements, portes automatiques, ascenseurs, escaliers, tapis roulants, etc., etc. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est le côté modernisation et maintenance. C'est-à-dire que l'équipement qu'on va vendre et installer, il va ensuite nous générer du revenu passif sur de la maintenance avec des solutions d'abonnement, de maintenance préventive, curative, etc., etc. De l'argent qui rentre de façon récurrente, de ne pas commencer chaque année en partant de zéro, c'est très très bon, c'est magnifique. On a aussi une répartition géographique qui est exemplaire pour ce groupe avec des sites de production, 3 en Europe, 3 en Asie, 3 en Amérique. Des chiffres d'affaires Asie-Pacifique 40, Europe, Moyen-Orient, Afrique 38, Amérique 20%. C'est pas mal. Une note d'investissement à seulement 3 étoiles. Le consensus n'a d'ailleurs pas été atteint lors des derniers résultats, mais une bonne surprise sur les commandes et de bon augure pour la suite. Et le titre monte tout de même. Ça, c'est des news qui sont quand même très fraîches et les commandes en Chine rassurent. Alors voilà, ça c'est un petit peu de nudge de ma part. Vous savez que je suis un fervent militant de la cause des bourses chinoises, surtout les actions sur lesquelles je suis positionné, bien sûr. Tu crois que c'est du respect, ça? Une situation bilancielle qui est plutôt positive avec 4 années en positif. Hein, j'ai fait la correction par la suite. Dette sur EBITDA ou trésorerie, on a de la trésorerie. Donc ça, c'est encore bien. Des boîtes qui n'ont pas de dette, qui ont plutôt de la trésorerie, c'est super chouette. Surtout en ces temps où la Fed ne baisse toujours pas ses taux. Un PER sur versus history qui est
de 6,8. Attention, hein, la boîte elle est pas gratuite, hein. 25, c'est beaucoup, hein, déjà. Mais par rapport à la moyenne de 5 ans, elle est plus basse, de 6. Et on a une marge nette de 10 et de 8%. Là, par contre, on a des marges qui commencent à être vraiment faibles. 8-10%, c'est faible. En revanche, on sait que c'est un groupe qui est mondial, qui est très très bien dispatché dans le monde. Et là maintenant, les services, ça coûte beaucoup de sous. Pourquoi? Parce que ça demande de la masse salariale. Parce que des gens qui vont aller intervenir sur des points où on a installé du matériel, et ben ces gens qui vont intervenir, ça se paye cher parce que de nuit, de jour, voilà, c'est 7 jours sur 7. Et le BNA n'augmente pas, hein, il reste quand même plutôt flat, donc ça c'est moins bien. Alors par contre, le ROE 37,47, donc ça c'est très beau. ROA 10, ROIC 13, ça reste très très bon. Des scores qui sont chouettes et un gros rank par contre qui a seulement 7 sur 10. Le Piotrowski score, c'est le ventre mou, on est à 6. Donc finalement, on a un score de qualité qui est plutôt bien sans être fou, mais on retient quand même ce 37% de ROE. Et une distance par rapport à la droite de régression de 2,38. Donc on est très 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 sous-évalué. Et on voit la droite de régression qui a un historique de 19, mais si on rejoint la droite de régression, on est à 38,8 par an. Donc c'est des performances plutôt impressionnantes qui justifient pleinement ce joli flingue pour notre prétendant Koné. Voilà, vous voyez la courbe, on est quand même plutôt loin de cette fameuse droite de régression. On va couper, chérie. Allez, on enchaîne sur Flatex de Giro. Flatex de Giro, c'est un courtier en ligne basé en Allemagne. La société opère sous les marques Flatex et de Giro. Elle propose des plateformes et des services de négociation de titres pour compte de propres clients en particulier dans 18 pays européens. De Giro propose également des services de courtage et d'administration aux entreprises et aux institutions. Si vous cliquez sur le lien en description, vous allez recevoir 100 € de frais de transaction sur le premier mois qui sont offerts en cas de création de compte. Ça m'aide, ça me soutient. Après, si vous avez déjà un compte, si vous n'avez pas envie de cliquer, tout le monde est libre. C'est parfait, il n'y a aucun problème. Pourquoi les courtiers en ligne? Parce que on a vraiment eu un boom avec le Covid du nombre de nouveaux investisseurs et le succès ne se dément pas, ça augmente parce qu'au final ça c'est des nouveaux qui arrivent à chaque fois et ceux-là peut-être sont restés, donc ça se rajoute chaque fois sur le nombre d'investisseurs en France et on est à 1,3 million de nouveaux investisseurs en France depuis 2020. On a un mouvement qui se crée sur l'investissement en ligne. Il y a eu tout un tas de catalyseurs, hein. Il y a eu bien sûr les cryptos, il y a eu le confinement, le fait que les gens aussi sont de manière globale en Europe assez menacés au niveau de leur retraite. Donc forcément, tout le monde doit trouver des solutions pour ne pas se retrouver dans la panade quand ils auront passé 65 ans. Chose que moi-même je fais, hein. Si je me suis mis à l'investissement, c'est aussi pour préparer ma retraite et pour essayer de mettre à l'abri mes enfants. Fuyez, pauvre fou! Situation bilancielle. Chiffre d'affaires en augmentation seulement sur 4 ans. Dette ou trésorerie, là on a de la trésor et Dieu sait la trésorerie là elle est monstrueuse. Un PER versus historique qui a un delta de 11, c'est vraiment énorme, et des marges d'exploitation qui sont tout à fait, j'allais dire honorables, mais non, pas du tout, qui sont très très bonnes. 37%, 26% pour la marge nette. Beaucoup d'entreprises rêveraient d'avoir ces marges-là. ROE, ROA, ROIC, c'est faiblard, hein, 8, 1, 1. Piotrowski score 7, c'est pas mal. Le score de croissance du gros focus est très mauvais. Donc ouais, le score quality est pas génial. Et l'écart type Hibou 1,6, donc l'entreprise est quand même plutôt sous-évaluée selon Hibou. Et on a un historique de droit de régression de 24% et performance dividende réinvesti 39,6% par an. BNA, ça augmente. Après, c'est un peu erratique, mais ça augmente. Alors, on voit sur la courbe qu'on a une belle montée et que là, on est devenu vraiment passé en dessous de cette fameuse droite de régression. Je vous ai présenté que des entreprises sous-évaluées. Ça fait partie des choses que je cherche systématiquement grâce à Hibou et ça n'empêche pas de trouver de très très belles sociétés. Alors, en parlant de belles sociétés, là, je pense que c'est la plus belle société qu'on présente aujourd'hui, c'est Visa. Visa, bon, déjà, quand vous commencez à avoir une page Wikipédia, c'est que vous pesez dans le game, quoi. Bon, la note zone bourse, 4 étoiles et demie, elles sont amplement méritées. Le principal concurrent de Visa, c'est Mastercard. Vous avez une entreprise commune qui est composée de 15 000 banques. Il faut savoir que fin 2017, le nombre total de titulaires de carte Visa était d'environ 3 milliards. Et 2022, selon les données fournies du groupe, il y aurait 4,1 milliards de cartes détenues. Autant vous dire que
quand vous avez 4,1 milliards de cartes qui sont détenues, c'est monstrueux, quoi. Vous avez plus de la moitié de la planète qui ont des cartes Visa. Bon, je schématise, hein, mais c'est vraiment, en termes de volume, c'est vertigineux. Là, vous êtes en haut de l'Annapurna, c'est un truc de fou. Visa, c'est un BNA qui augmente, mais seulement à partir de 2020, donc un chiffre d'affaires pareil qui augmente que depuis 2020, donc 4 points de ce point de vue-là. C'est une entreprise qui est endettée. Alors oui, la dette représente une pichenette, ne représente rien du tout. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours de la dette et ça fait partie du ranking. Donc on est à -5 sur la dette pour Visa. On respecte la méthodologie. PER versus History, on est à 6 contre 33. Un PER de 27, hein, c'est pas gratuit du tout Visa, c'est très cher, mais vous payez un premium pour une boîte magnifique. 64%, 52%. Vous êtes vraiment dans le club très fermé des boîtes qui ont un moat pas possible et qui peuvent donc se générer des marges complètement indécentes. C'est très très beau, c'est très très beau, il y a rien d'autre à dire. Ça se passe de commentaires, hein. Un ROE 46,61%, ROA 20,28%, ROIC 26,44%, Gross Rank 10, Piotr Ski Score 8. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Des boîtes comme ça, elles ont forcément des ratios qui sont magnifiques. Ah oui, 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 oui. Tout est lié. Et donc, vous avez un score de qualité qui est juste hyper impressionnant. Et cerise sur le gâteau, vous avez un écart type qui a -1,143 et un historique de droite de régression qui a une pente de 23,5 de base. Mais si on rejoint la droite de régression, on a une performance de 29,8%. Visa, les performances, c'est magnifique. On peut même se dire que on est sous-évalué selon la méthode de la droite de régression Hibou. La preuve en image. Je pense qu'il y a des gens qui DCA Visa, qui essayent de rentrer à chaque petite baisse. C'est difficile de trouver des baisses en ce moment. Je pense que c'est une des boîtes les plus belles du monde. Alors, Epiroc, très très belle boîte aussi, bien moins connue, une note d'investissement quand même de 4,5 sur Zone Bourse, fabricant mondial, principal fabricant mondial d'équipements de forage, d'excavation, de construction et de démolition, destiné au secteur de l'exploitation minière. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le cuivre, n'hésitez pas à la regarder ensuite, elle est vraiment très bien. J'en suis très content. J'espère que ça pourrait vous plaire. Je pense que ça pourrait vous plaire aussi. Alors, exploitation minière, BTP, exploitation de ressources naturelles, le CA par famille de produits se répartit comme suit. Équipement, services d'excavation, construction et démolition, 72,9%. Donc des gros engins de forage, excavatrices, chargeuses, camions. Et le CA par source de revenus se vend-il entre vente de services, 53,6% de là-dedans. Et d'équipement, 46,4%. Donc effectivement, vous avez de la maintenance, vous avez des pièces, vous avez des besoins particuliers parce que ces machines, vous en trouvez pas dans le commerce et vous n'allez pas trouver des pièces de rechange chez Leroy Merlin. Vous allez devoir faire appel à Epiroc pour faire l'entretien, pour vous fournir des pièces spécifiques, etc., etc. Donc ça, c'est très bon. Beaucoup de revenus récurrents, 53% des revenus de l'entreprise sur cette partie-là. Outils de forage et accessoires d'excavatrice, 26,4%. Brise-béton, alors brise-béton hydraulique, pince de démolition, pince à béton, cisaille, etc., etc. Donc tout un tas de matériaux pour le forage et pour les excavatrices. C'est suffisamment chouette pour le préciser. Une répartition géographique à 20, 10, 27, 26, 13 qui est ultra diversifié dans le monde, très très bien réparti. Et donc, même si demain vous aviez une crise très profonde en Afrique et Moyen-Orient, ça ne toucherait pas le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Ça ne l'impacterait que de 13,3% dans le cadre d'une catastrophe vraiment continentale. Ce qui, d'un point de vue probabilité, quand même assez faible, hein, il faut le dire. Donc voilà, une très belle entreprise, peu connue. Alors, comme dit la pub, Elle a
rien tout d'une grande. Pas assez cher, mon fils. Décroissance de chiffre d'affaires sur 4 ans et non pas 5, hein, malheureusement. Il y a eu le petit épisode 2019-2020. Elle a de la dette, hein, un peu de dette, un peu de trésorerie, donc le score est plutôt faible, mais quand on compare la dette avec les EBITDA, c'est quand même très faible. Un BNA qui augmente à partir de 2020 et un PER de 25,90, donc une entreprise qui n'est pas du tout gratuite. On a seulement 3 delta avec le PER moyen sur 6 ans, une marge de 20%, une marge nette de 15%. C'est très très bien. Pour de l'industrie, ça reste de l'industrie, donc forcément on a des capex qui sont importants, on a des salariés qu'on paye un peu plus cher, on a quand même beaucoup besoin de savoir-faire, les matériaux sont très chers, les matières premières sont très chères, etc. etc. ROE, ROA, ROIC, franchement les chiffres ils ont rien à envier à d'autres boîtes dans le monde, 27,94, 14,05, 14,5, 19,71. C'est vraiment très chouette. Petit bémol, Piotrowski score à 5. Donc là, ça commence à être faiblard. Et un score de croissance à 8 sur 10. Oui, on aimerait toujours qu'il soit 10 sur 10. Donc, finalement, un score de quality qui est très bon. Mais voilà, il se prend un petit malus à cause du Piotrowski score. Un écart type de 1,71, donc plutôt sous-évalué, avec donc une performance dividende réinvesti à 28,8% par an, si la courbe rejoint la droite de régression. Et on a une entreprise suédoise, et donc du coup, on a l'effet de change de la couronne suédoise qui nous est favorable. Donc ça, c'est chouette. Ça me plaît bien, cette entreprise, elle me plaît parce qu'elle a un moat, elle est positionnée clairement sur un secteur, on comprend ce qu'elle fait, et je pense que, sans mauvais jeu de mots, je vais aller creuser pour essayer de comprendre mieux cette entreprise par la suite. Alors, Pernod Ricard, tout le monde connaît cette entreprise, une belle entreprise PEA. Moi, ce qui m'intéresse, alors c'est pas le score zone bourse, hein, c'est son portefeuille de marques. Vous avez Ricard, hein, bien sûr, Malibu, Jameson, Chivas, Ballantine, la vodka Absolute. Donc voilà, je leur dois des cuites mémorables et je les en remercie. Désolé. Bon, mon contenu ne s'adresse pas aux mineurs, donc voilà, hein, y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de problème, on est tous des adultes, on a tous pris, pour certains, des cuites quand on était jeune. Alors, c'est une entreprise malheureusement par contre qui est très endettée, hein, donc on a un gros -5 sur Pernod Ricard, et on voit par contre, si on compare aux EBITDA, que c'est plutôt 2, 3, 4 fois les EBITDA, hein, 3 fois les EBITDA au moins. Donc c'est pas cool. Un chiffre d'affaires par contre qui progresse sur 2023. Le BNA qui reprogresse après le Covid. ROE, ROA, ROIC, c'est moyen. C'est bien sans être fou. Un Piotrowski score qui est à 6. Un score de croissance qui est à 9. Donc score qualité moyen. Moyen dans le ventre mou. Un écart type de 1,8, effectivement. La valeur s'est fait vraiment éclater avec pas mal de mauvaises nouvelles qui se sont un petit peu accumulées, notamment l'histoire du cognac chinois hein, aussi. Et dividende réinvesti, on atteint donc 16,9% par an sur la droite de régression. Donc c'est pas mal, hein, on est quand même très très sous-évalué. Si vous avez votre avis en commentaire, n'hésitez pas à m'en faire part. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, au contraire, je me ferai un plaisir de discuter avec vous parce que c'est en discutant, en échangeant qu'on apprend et qu'on peut éventuellement progresser. C'est pas tout seul qu'on progresse, on progresse en échangeant avec d'autres personnes. Au travers de livres, de formations, de discussions. J'ai pas mal de potes qui investissent et ça me permet de discuter et j'en sors toujours plus riche. Plus riche dans ma tête. Alors, notre champion qui reste sans défaite. Right after Sancho. C'est Evolution Gaming. Alors, effectivement, il est boosté par le diable, donc forcément, ça joue. On a rajouté donc le score de BNA, on a rajouté le dividende, qui est quand même à 2,29, 77,49. C'est une domination écrasante sur le Battle Royale Score. Oui, je viens de le baptiser le Battle Royale Score. Mais en tout cas, peut-être que je ferai une pondération un peu différente et que je l'adapterai, mais peut-être que je vais le réutiliser. Ça peut être intéressant d'avoir des points de comparaison avec d'autres boîtes. En tout cas, c'est donc sur Evolution Gaming que je vais investir. Allez, mention spéciale pour Visa parce que si on enlève les 5, on passe à 57, qui est un score déjà énormissime.
Et ensuite, Epiroc, c'est une entreprise que j'ai envie de creuser, donc ça m'intéresse. Et Kone, voilà, qui a un score très très bon. Et la banque, bon, la banque, vu que c'est particulier, c'est un peu à part. On peut pas se baser sur ce score-là. Mais en tout cas, voilà, HDFC, si vous êtes fort dans les analyses de banque, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et Samsung, qui semble plutôt mal embarqué, mais c'est vraiment parce que la photographie sur 2023 est très mauvaise. On n'est pas du tout à l'abri à ce que la situation se redresse très fort pour Samsung sur 2024-2025. Et puis en plus, il me reste des couronnes suédoises, donc je pourrais peut-être un petit peu compléter après l'achat d'Evolution Gaming. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé, amusé, informé. Je vous ferai donc une vidéo pour analyser Evolution Gaming, pour investir et pour vous tenir au courant de l'investissement sur la valeur. Et on fera probablement une vidéo d'analyse sur Kone et sur Epiroc. Bon, Visa, il y a des analyses dans tous les sens sur le web. Peut-être que j'en ferai un tout petit morceau si j'investis dedans, mais en tout cas, effectivement, Visa, Kone, Epiroc, c'est les 3 entreprises qui sont ensuite dans le viseur. Éventuellement, si le Battle Royale scoring vous intéresse, on pourra faire un épisode où je passe au crible mon portefeuille à la lumière du Battle Royale scoring, et je pense que j'aurai des surprises. Et peut-être que ça pourrait me donner des idées pour réduire le nombre de lignes que j'ai sur mon PEA et sur mes autres comptes titres. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite une super journée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Oh mais écoute, plaie d'argent n'est pas mortel enfin. Ah ah. Oh putain, tu fais super bien le chat. Merci. Non mais vraiment, je pense vraiment. Merci du fond du cœur. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon? Mais oui, t'étais où pendant le film, toi? Ah mais non, parce que je fais ça mi-temps, moi. C'est pas un full-time job.